Sur les hautes terres du centre, au milieu d'une vaste savane parsemée de bouquets d'arbres, se sont installés de nombreux villages. Les huttes rondes, faites de branches d'eucalyptus et de pisé, sont couvertes de chaume. Plusieurs huttes abritent Tesfa et sa famille. Ils déjeunent en plein air. Nous sommes en saison sèche. Tesfa et sa première femme mangent des crêpes, trempées dans une sauce épaisse, faite de piments, de viande et de légumes. À côté, Girma, le plus jeune fils de Tesfa, est assis avec son frère près d'une sorte de table en vannerie. Voici la seconde femme de Tesfa. Elle boit le café récolté dans ses plantations. Son fils déjeune seul. Il boit de la bière fabriquée à la maison. La sœur aînée a déjà repris ses tâches ménagères. Calmement, Tesfa termine son petit déjeuner. D'un seul geste, il appelle ses trois garçons. La journée de travail commence. Pour eux, la tâche est simple. Ils vont garder les zébus. Tesfa les conduit à l'enclos où les bêtes ont passé la nuit. Armés de longs aiguillons, les enfants se faufilent au milieu des zébus paisibles. Tesfa les surveille et dirige le départ du troupeau. Il indique à ses fils le pâturage vers lequel ils doivent guider les bestiaux. Après une dernière recommandation, Tesfa retourne à ses occupations. Longuement, Girma et ses frères cheminent sur le plateau vallonné, à travers la savane piquetée d'arbres. La chaleur et la sécheresse ont réduit les hautes herbes à de maigres touffes clairsemées. Il faut aller dans les fonds pour trouver l'humidité. Au milieu des herbes hautes et serrées, les enfants atteignent un filet d'eau. Ils s'y désaltèrent. Après cette longue marche, dans la poussière et la chaleur, le troupeau s'abreuve. Au milieu de ce vaste plateau herbeux, voici le pâturage indiqué par Tesfa. À midi, les enfants déjeunent de quelques crêpes qu'ils ont apportées. Ce curieux flacon gobelet, en vannerie, contient de l'hydromel. Pendant que Girma et son frère font la sieste, les zébus paissent, et le troisième garçon les surveille en jouant de la flûte. Resté au village, Tesfa prépare le timon d'une nouvelle arrière. Sa fille aînée écrase le mil pour le repas du soir. Les mêmes gestes sont répétés par les femmes devant les cases voisines. Le tisserand fabrique les cotonnades nécessaires aux habitants du village. Il utilise immédiatement le coton que ses femmes filent et enroulent devant lui. L'aide-forgeron actionne inlassablement les soufflets en peau de bouc. Il attise un foyer rudimentaire à demi enterré. Pendant ce temps, les forgerons martèlent un soc de charrue. La fin de la saison sèche approche. Des nuages menaçants envahissent le ciel.
Il faut se hâter de moissonner. Tous les hommes du village vont ensemble faire la récolte. Après un long parcours à travers les jachères, ils arrivent au milieu des champs de blé. Pour couper l'avoine et le blé, indifféremment mêlés, ils utilisent encore de petites faucilles. Il faut de nombreuses heures et de nombreux hommes pour moissonner un champ. Tous participent à la récolte, selon leurs forces. Les jeunes enfants glanent les épis tombés. D'autres, plus âgés, ramassent les gerbes et les empilent en meules. Bientôt, les gerbes sont battues. Mais là encore, les procédés sont demeurés traditionnels. Des ébus foulent les épis que l'on jette sous leurs pieds. Ce n'est là qu'un grossier dépiquage. Le grain est séparé de la balle et de la paille par un simple vannage. Les chefs de famille se sont rassemblés sur la place du village. Tesfa salue ses amis, puis il prend part à de longues palabres. Ces paysans, majestueusement drapés d'une pièce de cotonnade blanche, ont une peau très sombre. Leur teint trahit les nombreux métissages entre les Noirs et les Éthiopiens. Le chef du village présente plus nettement les caractères éthiopiens. Le nez droit, les lèvres minces, le menton dans le même plan que le visage, indiquent l'origine blanche des Éthiopiens. Le chef du village annonce l'arrivée d'un expert des Nations Unies qui démontre dans un champ du village voisin comment moissonner plus rapidement. Les hommes s'y rendent sur leurs petits chevaux. L'expert des Nations Unies et son interprète expliquent les avantages de la faux. Ils montrent aux paysans comment s'en servir pour moissonner. Les cultivateurs observent ce procédé. L'un d'entre eux s'exerce à son maniement sous la conduite de l'expert. Le gouverneur de la province et ses adjoints assistent à la démonstration. Quelques paysans, convaincus par cet exemple, demandent des explications plus concrètes. L'Organisation des Nations Unies se préoccupe également de faire connaître aux Éthiopiens les techniques les plus modernes. Dans cette école, de jeunes Éthiopiens sont initiés à la météorologie. À l'atelier d'un expert danois, on leur montre comment entretenir et réparer les moteurs d'avion. Ils sont, dès que possible, conduits sur le terrain où ils achèvent leur formation pratique. Ils révisent les moteurs d'un Convair de la flotte aérienne éthiopienne sous la conduite d'un moniteur. Le pilote, américain, et son second, éthiopien, vérifient ensemble les fiches d'entretien. L'avion décolle et nous conduit vers la capitale.
nous survolons de hautes terres, hérissées de sommets volcaniques, ravinés par l'érosion. Voici Addis Abeba. La ville s'étend sur plusieurs kilomètres. Au pied des hauteurs d'Entoto, les maisons se dispersent dans la verdure. Au centre de la ville se trouve le palais de l'empereur. Sa Majesté Haïlé Sélassié travaille 16 heures par jour et donne son impulsion à l'administration. Autour du château rayonnent des avenues modernes. De nombreuses écoles ont été construites sous le règne de Haïlé Sélassié. Le nom de cette école offre un exemple d'écriture aramaïque, langue officielle de l'Éthiopie. Addis Abeba juxtapose bâtiments modernes et scènes traditionnelles. Les femmes se retrouvent autour de la fontaine. Elles portent tout sur leur dos, les jarres, aussi bien que les enfants. D'immenses foules affluent aux cérémonies religieuses. Les prêtres coptes marchent en procession vers le lieu du culte. La religion copte, religion officielle du pays, est d'origine chrétienne. L'empereur assiste aux grandes cérémonies publiques. Les rites de la religion copte comportent le baptême par immersion dans une piscine. L'abouna, le plus haut dignitaire de l'église officielle, bénit la piscine. Des danses terminent les fêtes. Puis les foules se dispersent. De nombreux Éthiopiens regagnent leur village par le chemin de fer d'Addis Abeba à Djibouti. C'est la seule voie ferrée de l'Éthiopie. Elle traverse les hauts plateaux qui constituent le cœur du pays, et milieu où s'est développée et maintenue cette originale civilisation éthiopienne.